Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Bonsoir chers amis, bonsoir amis Twitchers, amis Twitcheuses, pour cette nouvelle édition, cette nouvelle séance du débat sans filtre. Le débat sans filtre, c'est le débat autour du projet de loi sur climat et résilience, le projet de loi qui est issu du travail de la Convention citoyenne pour le climat. Le débat sans filtre, c'est aussi un débat dans lequel on parle sans filtre des coulisses de l'Assemblée nationale. C'est aussi l'occasion pour les députés du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, dont je fais partie, de s'exprimer, de discuter, de parler, de faire vivre le débat, alors qu'en tant que député non inscrit dans un groupe parlementaire, nous n'avons pas de temps de parole. Ce soir, en séance, nous sommes à l'article 41 d'un projet de loi qui doit compter 73 articles, plus les bis, plus les ter. Disons qu'on est grosso modo à la moitié de l'examen du texte. On a écoulé plus des 2/3 du temps du texte dans la procédure de l'Assemblée nationale telle qu'elle est faite ici, en temps programmé, comme on dit. Systématiquement, on passe plus de temps sur les articles du début que les articles de la fin, ce qui n'a aucun sens sur le fond, mais qui est une des bizarreries du système. Nous sommes dans la section sur se loger. On parle de rénovation, on parle de passoires thermiques, d'obligations des propriétaires, on parle de prix, on parle de primes, de beaucoup de choses. Et nous avons ce soir parmi nous Jean-Pierre, l'un des citoyens de la Convention, des 150 de la Convention citoyenne pour le climat, qui précisément faisait partie du groupe de travail Se Loger. On en parlera tout à l'heure. La loi examine petit à petit chaque section après chaque section. Donc jusqu'à samedi, nous étions encore sur se déplacer. On a parlé d'avion et tout ça. Maintenant, nous sommes à Se Loger. Et puis plus tard, ça continuera encore sur d'autres territoires législatifs. Avec nous également une citoyenne, Corinne, qui va mettre sa vidéo d'un instant à l'autre et qui va elle aussi nous accompagner pour commenter ce débat, pour parler de ce qu'elle a vécu, de cette initiative citoyenne, de la traduction législative. Et puis, avec nous également pour commenter, bonsoir Corinne, avec Bonjour. nous également pour commenter ma collègue Émilie Cariou, qui est également députée du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, qui a beaucoup œuvrer en différents rôles sur des questions techniques de finances, de fiscalité, de social, qui a mené dans le temps une mission extrêmement remarquée sur le verrou de Bercy, qui a abouti à la suppression de ce fameux verrou et qui a beaucoup à dire aussi sur les questions de fiscalité, de justice, d'équité dans cette question climatique. Nous serons rejoints d'un instant à l'autre. Alors déjà, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Corinne. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir pour discuter autour de votre bébé en une sorte, de quelque sorte, et puis pas complètement votre bébé, ce travail, ce projet de loi issu de votre convention? Eh bien, c'est un bébé puisqu'on a travaillé pendant 9 mois avant de donner nos propositions donc, au chef de l'État. Moi, je suis très contente d'être là. Je suis très contente de pouvoir parler avec vous de notre travail, de ce qu'on a vécu. Et voilà. Et toi, Jean-Pierre? Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'est un bébé, ce que nous avons fait, oui, est un bébé. Ce qui est maintenant présenté, c'est pas notre bébé. Enfin, du moins, moi, je reconnais pas la paternité, hein, soyons clairs. Et je suis plutôt heureux et content de pouvoir en débattre avec vous ce soir. Voilà, alors Jean-Pierre déjà commence sur une note un peu plus dépitée ou désabusée que Corinne. Corinne nous dit ouais, c'est un bébé steak, et Jean-Pierre nous dit oui, en même temps, c'est pas notre bébé, je le reconnais pas vraiment, on en discutera. Invité également ce soir avec nous, Laurent Berger, l'une des grandes figures du syndicalisme en France. Bonsoir Laurent. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Voilà, je viens de présenter Laurent, Jean-Pierre et Corinne qui sont ce soir les deux représentants du comité des 150. Je vais les appeler par leur prénom comme c'est l'usage souvent pour les citoyens et citoyennes du collectif. Avec Laurent, on va débattre, avec Laurent Berger, on va débattre de questions telles que rôle du syndicalisme dans les questions de transition écologique, la façon dont les syndicats prennent à bras le corps ou pas ces enjeux environnementaux considérables,
Comment est-ce que, Laurent, tu vois ce projet de loi et le débat qui va autour? Et puis peut-être, puisque tu as des responsabilités syndicales internationales aussi, que le sujet environnemental, il est extrêmement international, encore beaucoup plus que les sujets de société. Ça sera bien qu'on parle, qu'on évoque ces rôles. Ce soir, on fera aussi des petites incursions en séance pour voir s'il y a des choses qui se passent particulières. Je ne vois pas ici nos représentants dans la séance. Ce soir, il y a Hubert Julien Laferrière et Delphine Bagary. Hubert, Julien, ils vont se connecter, puis on leur demandera où ça en est et qu'est-ce qui se passe. Alors, peut-être, pareil, j'ai demandé à Corinne et Jean-Pierre tout à l'heure, petite introduction, comment est-ce qu'ils voyaient ce projet de loi, comment ils en reconnaissaient la paternité. Laurent, qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet de loi vu de ta fenêtre et des organisations que tu représentes? Qu'est-ce que tu en penses? Ce projet de loi, il y avait une attente énorme pour deux raisons. C'est d'abord parce qu'en termes de transition écologique, il est grand temps qu'on accélère et il y avait besoin de le faire. Il y a besoin de le faire depuis longtemps. Et donc, quand il y a trop peu d'espace au Parlement pour avoir une loi climat, pour ne pas espérer qu'elle soit ambitieuse. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y avait eu un travail, le processus d'élaboration de cette loi avait quand même été extrêmement particulier avec cette convention citoyenne sur le climat, pour le climat, des citoyens engagés, dans un exercice quand même totalement inédit et extrêmement riche. Et donc nous, l'appréciation qu'on en porte, c'est celle de la CFDT et c'est aussi celle du pacte du pouvoir de vivre, qui est l'alliance de 63 organisations, dont la CFDT, pour une transition juste, c'est que ce texte, il est insuffisant à bien des égards. Il n'est pas inintéressant. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels, je crois, la Convention citoyenne pour le climat a permis d'avancer, de faire des propositions. Mais si on prend un des sujets qui est peut-être abordé en ce moment, je ne sais pas, dans les rénovations thermiques et tout ça. Voilà, et bien, typiquement, là-dessus, il y a, à travers le plan de relance, une impulsion, mais on n'est pas encore à la hauteur de l'ambition. Donc, c'est à la fois un sentiment c'est un texte important, il ne faut pas qu'on se loupe, parce que tout pas qui est fait est important, mais on aurait pu en faire des plus grands. Ouais, merci beaucoup, Laurent, pour cette introduction. Corinne et Jean-Pierre, vous étiez tous les deux dans le groupe de travail Se Loger, si je ne m'abuse. Comment est-ce que comment est-ce que s'est déroulée l'expérience? Comment est-ce que vous êtes monté en compétence là-dessus? Quelles notes vous avez attribuées au gouvernement? Puisque si je ne dis pas de bêtises, la Convention a aussi donné des notes et évalué elle-même le projet de loi du gouvernement dans sa session finale. L'application des pires pressions énergétiques en France soit alternée. Alors, la prochaine étape, c'est de... Voilà. Tout s'est passé par tirage au sort. On n'a pas choisi dans quel groupe on allait se retrouver. Donc, on s'est retrouvés, Jean-Pierre et moi, dans le groupe Se Loger. Moi, personnellement, sans aucune compétence particulière sur ce groupe-là. Donc, on a eu des experts qui sont venus. On a pu faire appel à des experts, choisir des experts pour approfondir nos connaissances. Et s'en résulte donc trois grands groupes de propositions, donc la rénovation, la consommation d'énergie et puis l'artificialisation. Alors, moi, je suis plutôt assez optimiste. On partait de tellement loin que ce qui est proposé par le gouvernement à l'Assemblée, moi, je vois le verre à moitié plein. Effectivement, il y a des choses qui ne vont pas, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. C'est pour ça que moi, je n'ai pas attribué une note si négative que ça lors de la dernière session. Très bien. Jean-Pierre? Moi, je n'ai pas mis une bonne note, effectivement, comme la majorité des citoyens et des conventionnels. Il faut être clair. Il y a du positif dans tout ça. Bon, je passe le côté la grande aventure humaine où c'est quand même assez formidable que ces 150 personnes
qui représentent la population française parviennent à un consensus, parce qu'on est tous de bords différents, de cultures différentes, d'enseignements différents et de métiers différents. Donc, ça, c'est le côté assez formidable de l'expérience. Et en même temps, j'ajouterais, c'est même plus que ça, puisque c'est quand même, on s'aperçoit que finalement, des citoyens sont capables de réfléchir sur leur avenir et sur des problèmes bien précis qui sont posés et capables de remplir un objectif qui avait été fixé. Ce qui est gênant dans tout ça, c'est que nous ne sommes pas professionnels et nous parvenons à nous entendre sur 149 mesures qui, on va dire quand même bon an mal an, tiennent quand même la route pour remplir l'objectif qui est fixé. Et aujourd'hui, le sujet n'est pas de défendre virgule après virgule ce que nous avons écrit. Le sujet est de parvenir à l'objectif de fixer, point barre. C'est ça, le côté. Moi, je suis plutôt optimiste dans la vie, mais ce qui m'agace aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est quand même dans une situation d'urgence et qu'il faut réagir assez vite. Donc, on est des amateurs, nous sommes des amateurs, mais on parvient à fournir un travail qui est plutôt bien monté, mais qui demande à être abondé. Et ce qui me gêne dans tout ça, et pour la plupart des concitoyens d'ailleurs, qui ont travaillé là-dessus, c'est que des professionnels et le gouvernement, ce sont des professionnels, ils sont censés faire mieux. Donc, si on ne parvient pas à atteindre l'objectif, moi, je suis un peu dans l'incompréhension qu'il nous soit proposé des choses moindres à ce que nous avons pu faire. Voilà, le sujet, il est là, et je crois que la sanction de la note résume un peu tout ce que je viens de dire. OK. Ici, vous parlez de ce processus, arriver à établir des listes de propositions. J'aimerais aborder ce sujet dans le cadre de la question des corps intermédiaires, des syndicats. Laurent, je me souviens, après la crise des Gilets jaunes, qui était venu à l'invitation du groupe majoritaire, et tu nous avais, entre autres, tu avais bien fait passer le message, genre, ça peut être tentant pour le politique de se dire que les syndicats sont là pour freiner et pour mettre des bâtons dans les roues. Mais quand on voit la différence entre négocier, discuter avec des Gilets jaunes et négocier avec des syndicats, ça saute aux yeux les avantages de la forme syndicat, venant avec des représentants bien identifiés et légitimes, venant avec une liste de propositions qui sont travaillées et qui sont ordonnées. Alors, dans la foulée, c'est dans la foulée des Gilets jaunes qu'a été lancé le grand débat, c'est dans la foulée du grand débat qu'a été lancée la Convention citoyenne. On peut dire que là, on a une forme complètement différente d'expression citoyenne avec la Convention citoyenne. Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé, dont on peut penser que ça va avoir de l'avenir, et quelle peut être l'articulation avec le rôle des corps intermédiaires, des syndicats en particulier? Moi, dès le départ, j'avais dit que lorsque cette convention s'est lancée, j'avais dit que c'était une bonne chose. Je crois que notre démocratie, elle a besoin de 3 éléments forts. Elle a besoin d'élus, de gens qui se soumettent au suffrage universel et qui ont la légitimité ensuite pour exercer une responsabilité liée à ce suffrage universel. C'est extrêmement noble. Et elle a besoin de corps intermédiaires, c'est-à-dire une société civile organisée qui représente les différents intérêts qui traversent une société. Une société est traversée de différents intérêts, c'est tout à fait légitime, et il y a besoin de corps intermédiaires. Le terme n'est pas très beau, mais une société civile d'acteurs sociaux qui, à un moment donné, représentent ses intérêts et confrontent avec d'autres pour faire émerger des solutions, des compromis. Mais on est dans un peuple, on est un peuple de plus en plus éduqué, de plus en plus, qui a de plus en plus d'aspiration à être écouté. C'est une excellente chose. Cette démocratie, elle doit aussi être complétée par la démocratie plus directe, plus citoyenne, mais pas au mépris des corps intermédiaires, en complément des corps intermédiaires. Et donc, cette conférence citoyenne sur le climat, moi, j'ai tout de suite eu une appréciation positive. J'ai suivi, y compris par Internet, certains week-ends, les travaux. Et moi qui suis un produit de l'éducation populaire, je trouve que l'éducation populaire, c'est apprendre dans la confrontation, la discussion avec d'autres et progresser ensemble. Ça a été un bel exercice d'éducation populaire au sens du terme. C'est-à-dire que c'est une aventure humaine, comme le dit Jean-Pierre, mais voilà. Et avec des propositions qui tenaient la route. C'était solide, quoi. C'était vraiment solide. Le truc, c'est qu'après, évidemment, ça percute. Moi, je prends une des mesures qui a été votée hier, avec lesquelles je suis en faveur, mais le fait de mettre fin à l'avion quand c'est accessible à 2h30 de transport, ça a des impacts extrêmement concrets sur les travailleurs. Ça a des impacts très concrets pour les agents d'escale, ce qu'on appelle les agents d'escale, commerciaux ou techniques,
pour les différentes compagnies aériennes qui faisaient ces trajets. Et donc, on a besoin là d'organisations syndicales qui, à un moment donné, vont aller discuter avec les salariés, vont essayer de travailler avec eux à la transition pour savoir comment les choses peuvent se passer, comment ils vont être accompagnés en termes de compétences, pour se retrouver un emploi, etc., etc. Et donc, le problème, c'est sans doute le côté sans filtre qui a été fait dès le départ. C'est-à-dire qu'une promesse… D'attente. Moi, je pense que… Ouais, non, mais moi, je crois que les contrats de départ, c'est extrêmement important dans la vie. Et là, le contrat, il est fixé. Ils n'en demandaient pas tant, objectivement, peut-être. Mais c'est le contrat qui a été fixé. Ben, il est fixé. Et donc là, il y a un premier truc qui ne va pas, ce qui est d'ailleurs un peu imprudent de mon point de vue. Et puis ensuite, il y a le fait que ça a été vu, ils ont été vus contre leur gré, je crois, y compris dans l'élaboration de la loi après, par le ministère concerné. En gros, nous, on nous a plusieurs fois rétorqué, on a dit on voudrait bien regarder quand même comment on accompagne les travailleurs sur tel et tel sujet, parce qu'il va y avoir des impacts. On nous a dit, non mais ça, de toute façon, c'est vu, c'est la Convention citoyenne sur le climat. Et à plusieurs reprises, moi, je leur ai dit, mais oui, d'accord, mais on va être amené à être impliqué pour que les choses se passent. C'est-à-dire que décider et exercer la décision, c'est deux choses différentes. Et là, on a besoin que l'ensemble des forces constituées se mettent en route. Et là, et dans les décisions, il y a des choses qui sont des efforts à faire collectifs. Je parlais de transport en avion avec des impacts pour l'emploi. Et puis, il y a des sujets, comme la rénovation thermique des logements, c'est juste une question d'investissement et de mettre les moyens sur la table, pas financiers, mais en termes de compétences, en termes d'accompagnement des ménages. Et c'est là où on est… je pense que ça joue un peu trop petit bras. Voilà. Donc, la convention, c'était une bonne chose. Je pense qu'il faut continuer à faire vivre cet esprit-là, d'une certaine manière. Mais c'est un peu dommage qu'il y ait un effet déceptif parce que ça aurait pu être un vrai processus démocratique plein et entier. Ça l'a été en partie. Je ne crois pas qu'il faille négliger ça quand même. Ça l'a été. Mais ça aurait pu l'être davantage jusqu'au bout. Alors, merci beaucoup Laurent. Une question que je vois dans le chat, question pour les citoyens conventionnels. L'objectif de tête était de réduire de 40% avant 2030 les émissions de gaz à effet de serre, 40% par rapport à 1990. Dans la justice sociale, je crois que c'était l'énoncé. Donc ça, c'était la feuille de route, comme dit Laurent Berger, le contrat de départ, quoi. Est-ce qu'on vous a demandé si cet objectif paraissait le bon? Est-ce que vous avez eu la possibilité de discuter de cet objectif? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes demandé, est-ce que cet objectif est le bon? Non. Vas-y, Corinne, pardon. Vas-y. Non, mais vas-y, je reprendrai derrière toi. Non, on nous a pas… Alors, c'était dans le respect d'une justice sociale, oui, tout à fait. On ne nous a pas demandé si c'était le bon objectif et on n'a pas eu l'occasion de discuter avant. Et je veux dire, tant mieux, parce que l'une des clés de réussite de cette convention, c'est justement qu'on n'ait pas eu à discuter de l'objectif. Voilà, il était clair, précis, on ne pouvait pas en sortir. Donc, c'est ce qui fait la réussite. Si on avait eu à débattre déjà sur ce qu'il fallait faire comme travail et ensuite s'organiser pour ce travail, je pense qu'on y serait encore et on n'aurait pas fourni grand-chose. Donc, non, on ne l'a pas fait et d'ailleurs, ça ne nous a pas été demandé et les choses étaient très claires. Voilà, il y avait une mission, on l'acceptait ou pas. On a différents organismes, comme le Parlement d'ailleurs, ou comme disait Laurent Berger, les corps intermédiaires. Les uns les autres se répondent, chacun transmet à l'autre. Ici, là, à un moment, on vous a passé ça et puis vous en avez réfléchi et sorti les conclusions. Je les ai avec moi, sous forme papier. Les préconisations de la Convention citoyenne. J'ai été juste bluffé par la qualité de la rédaction, de précision des mesures, mais aussi en rentrant dans le détail, la façon dont vous avez, la pertinence de certains des choix politiques. Et je pense que même si Jean-Pierre ne retrouve pas complètement son bébé, c'est quelque chose qui fera date en tant qu'expérience. Une question dans le chat pour Laurent Berger. En entreprise, dit la question, il est déjà possible d'introduire l'écologie dans un CSE au travers des commissions. Faut-il rendre obligatoire ce genre de commission en entreprise? Nous, ce qu'on a proposé comme amendement dans l'examen de ce projet de loi, c'est de dire qu'il fallait faire de la question écologique, de la transition écologique, un objet de négociation dans l'entreprise.
il est prévu dans le texte que le CSE les élus du CSE soient informés sur les changements que prendrait l'entreprise liés à la transition écologique. Nous, on pense qu'il faut que ce soit un objet de négociation. Et d'ailleurs, il faut que ce soit le cas dans l'entreprise, mais je crois que dans la société, en fait. Dans la société, il faut qu'on soit capable d'élaborer des compromis. C'est un peu ce qui a manqué à ce qu'a été la genèse finalement de cette Convention citoyenne sur le climat, c'est-à-dire cette taxe carbone non discutée, non accompagnée dans l'impact qu'elle aurait sur les citoyens. C'est l'illustration que les décisions, elles doivent être délibérées, elles doivent être discutées. Et là, dans la loi, il y a l'opportunité que dans les entreprises, on fasse de la question écologique un objet de discussion et de négociation. Et donc, oui, il faut rendre les commissions sans doute obligatoires, mais il faut surtout en faire un objet de négociation collective pour voir quels sont les impacts. C'est-à-dire que c'est faux de croire que la transition écologique se fera à situation économique, sociale constante. Ça va procurer de profonds bouleversements. Ces bouleversements, il faut mieux les discuter, les anticiper et les accompagner que de les vivre brutalement, parce que sinon on aura des sursauts éruptifs à répétition dans les entreprises qui le vivront comme dans la société. Ici, on a cette question majeure de comment la transition elle se fait dans l'entreprise. Si on peut parler généralement du rôle des syndicats. Les syndicats, ils se sont construits autour de la façon de réguler les relations entre les employés et les patrons, autour d'enjeux de partage de valeurs, autour d'équité et de justice. À ma connaissance, il n'y a pas eu de syndicat qui se soit construit sur les questions environnementales dès le départ. C'est quelque chose qui a été acquis. Je ne pense pas qu'il y en ait aujourd'hui, mais peut-être tu me détromperas, qui soit axé spécifiquement ou majoritairement, on va dire, sur l'environnement. Comment est-ce que cette transition elle se fait? Je me souviens d'une fois où on a eu des auditions en commission des affaires économiques de responsables syndicalistes. Je me souviens de l'audition du patron de la CGT qui nous disait « Rendez-vous compte, nous, on s'est mis à collaborer avec Greenpeace. Qui aurait cru ça, vu nos positions sur le nucléaire ?» insistant sur le fait que la transition écologique était en cours aussi à l'intérieur des syndicats. Comment est-ce que toi, tu analyses cette chose et comment est-ce que les syndicats en France, à travers le monde, s'emparent du thème écologique? C'est de plus en plus présent. Il y a le syndicalisme international, il a une formule qui dit il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. C'est-à-dire que les salariés, ils ne sont pas simplement des salariés, ils sont des citoyens. Et puis, ce sont souvent des citoyens éclairés. Et ils ont envie ce qu'est leur action propre dans l'acte de production, qu'elle soit de biens ou de services, il soit le plus respectueux possible de l'environnement. Donc, ils ne sont pas désintéressés par ça. Après, c'est vrai que ça date plutôt d'une vingtaine d'années, mais l'émergence du fait écologique est plus ancien que ça, mais avec autant d'acuité, il n'est pas si vieux que ça. Ça fait depuis une vingtaine d'années que les organisations syndicales, la CFDT en particulier, a intégré ça, non pas comme un élément en plus de son cœur de métier, mais un élément complet de son cœur de métier. Ce que je veux dire par là, c'est avant, on a depuis très longtemps, nous, on est sensibles à la question environnementale, mais c'était vu comme un sujet qui n'était pas aussi central que la question de l'emploi, de la vie au travail, de la rémunération, de la protection sociale, etc. De plus en plus, c'est devenu un sujet complètement intégré. Mais tu disais tout à l'heure, Cédric, je suis président de la Confédération européenne des syndicats. Quand vous discutez avec les travailleurs, avec les représentants des syndicats polonais de la décarbonation de leur économie, qui est ultra carbonée, eh bien, il ne faut pas simplement dire, écoute, il y a une question environnementale, et puis tant pis. On suivra, on verra après. Et puis, on supprime les emplois. Il faut dire, voilà comment ça peut se passer en termes de transition. C'est tout l'enjeu au niveau européen de ce qui est développé au travers du Green Deal, qui veut investir dans la technologie pour rendre l'économie plus propre, mais qui veut aussi investir dans les compétences pour accompagner les salariés. Enfin, à chaque fois qu'on ne regarde pas les choses à hauteur de femmes et d'hommes, on fait des bêtises. Et la transition écologique, ça doit aussi se regarder à hauteur de femmes et d'hommes. Et donc, c'est le rôle des syndicalistes, c'est totalement intégré dans notre action aujourd'hui.
à travers les alliances qu'on a nouées, nous, dans le pacte du pouvoir de vivre, avec 63 autres organisations, pour à la fois des organisations de lutte contre la pauvreté, mais aussi des associations environnementales, etc. Eh bien, c'est notre ambition de construire cette transition juste et de regarder quel est le chemin à suivre pour concilier l'enjeu économique, on ne peut pas s'en désintéresser, de l'enjeu social, avec l'enjeu social, évidemment, mais auquel on rajoute maintenant de plus en plus, et quasi toujours, de l'enjeu écologique. Alors, merci beaucoup. C'est le moment de rentrer un peu plus dans le détail des mesures et de parler un peu de cette loi et de ce que les parlementaires ont essayé d'y apporter, exactement dans l'esprit que vient de décrire Laurent Berger. Peut-être, Émilie, parle-nous un peu de ce que nous autres parlementaires, on a essayé de faire, notre vision de ce texte qui est actuellement en débat et en particulier sur le sujet du jour. Oui, alors merci Cédric. Effectivement, moi je souscris aussi à cette idée que les représentants des salariés, ils doivent être complètement intégrés dans les réflexions de l'entreprise sur la transition écologique. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les syndicats prennent position. Je pense notamment au site de Total de Grand Puy, où les syndicats ont dénoncé une transition qu'ils estiment comme être un mensonge écologique. Et donc, ils ont souhaité finalement porter leur vision des choses sur ce site de Total de Grand Puy, sur la vision de la transition de ce site, avec derrière un combat social très fort, mais aussi ils veulent dénoncer finalement une fausse transition écologique. Alors, comment le faire ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le poids des salariés au sein du conseil d'administration doit être renforcé pour les sujets, non seulement les grandes décisions qui impactent l'entreprise en matière de cession, de restructuration, mais aussi en matière de transition écologique. Et la loi, elle a prévu en son article 16, donc c'est cette loi qu'on examine, de lutte contre le dérèglement climatique, elle prévoit que dans certaines entreprises, donc des grandes entreprises, les négociations qui sont relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels puissent intégrer les enjeux de transition écologique. Alors, le problème, c'est que malgré tout, la loi, elle a intégré cette obligation-là, mais dans une partie du Code du travail qui n'est pas très normative, en fait. Et donc, nous, on a souhaité, en travaillant d'ailleurs avec la CFDT, remettre cette obligation au niveau législatif pour que ça s'impose réellement. Parce que sans cela, finalement, on reste sur des effets d'annonce, comme beaucoup de dispositions de cette loi. On est sur des effets d'annonce, on estime que les entreprises vont y aller volontairement, que ça se fera dans le cadre d'accords. Sauf qu'à un moment donné, il faut un peu normer les choses et il faut intégrer dans le dur de la loi un certain nombre d'obligations. Bon, cet amendement, il a été refusé alors qu'il allait très clairement dans le sens des conclusions de la Convention pour le climat et surtout des travaux qui avaient été réalisés avec les corps intermédiaires et notamment les syndicats. Et puis un autre sujet, et je ne m'étendrai pas plus, c'est que pour que les représentants du personnel ils puissent avoir leur mot à dire dans cette transition écologique, il faut aussi qu'ils soient formés à ça. Et donc là aussi, on a proposé que des formations sur la transition, les enjeux de transition écologique soient intégrés dans les formations des représentants syndicaux, des représentants du personnel, puisque c'est quand même des enjeux très techniques. Il faut accompagner les salariés et les représentants des salariés. Et on considère que c'était quand même, aujourd'hui, c'est l'enjeu principal du siècle. Donc, il faut absolument que tout le monde s'y mette. Mais pour ça, il faut aussi former les représentants du personnel. Et là aussi, l'amendement a été rejeté. Bon, pour conclure, moi, je pense que l'intelligence collective, elle doit venir de la base. C'est ça la démocratie. Alors, la démocratie, là, on a un exemple avec la Convention citoyenne, mais la démocratie, c'est aussi la démocratie qui s'exerce dans les entreprises, dans les secteurs socio-professionnels, avec les compétences techniques des uns et des autres. Or là, on n'a pas mis en place les outils institutionnels qui permettent de donner la parole aux salariés qui connaissent leur secteur industriel, etc., et qui peuvent accompagner cette transition écologique. Merci beaucoup, Émilie. Alors, continuons à aller entrer dans le cœur du débat. Nos envoyés spéciaux et représentants du groupe en hémicycle ce soir, c'est Hubert Julien Laferrière et Delphine Bagary. Hubert ? Oui, salut Cédric. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir les Twitcheuses et les Twitchers. On est à l'article 41. On est bientôt à la fin de l'article 41 d'ailleurs sur
sur les passoires thermiques et sur l'interdiction de louer des passoires thermiques. Alors évidemment, il y a toute la question à la fois de la définition de la passoire énergétique, hein, à partir de quand on estime que c'est une passoire, et puis aussi, il y a aussi le délai de mise en œuvre. Notamment, on vient de défendre entre guillemets, un amendement de Delphine qui demandait à ce que la mesure soit mise en œuvre dès la promulgation de la loi. Or, dans l'article 41, il y a effectivement un délai d'une année, et puis les outre-mer sont exclus. Donc, l'amendement de Delphine proposait également que les outre-mer soient également concernés par cette interdiction de louer des passoires énergétiques. Voilà, je ne sais pas si Delphine... Il y a aussi évidemment la question qui a été posée assez justement, notamment par Stéphane, non, par notre collègue socialiste, David, ça va me revenir, sur le fait du surcroît des charges, évidemment, pour les locataires qui se retrouvent à louer des passoires énergétiques, et là aussi l'État va devoir prendre en compte cette question-là. Je ne sais pas si Delphine nous écoute. Si elle veut. Des surprises dans les votes? Non. Moi, j'allais dire, oui, s'il faut rajouter quelques mots, c'est que c'est un article effectivement éminemment important, que la rénovation énergétique des bâtiments est très important du point de vue de la santé. Et ça, on avait fait un débat là-dessus. Et moi, pour lesquels il y a eu des amendements de ça de la On sait que le réseau de l'Assemblée nationale problème de santé aussi de façon plus globale. Voilà. Bientôt voter. Ok, merci beaucoup Delphine. Hubert, Delphine, s'il y a quelque chose d'intéressant, s'il y a un vote, un article intéressant, un amendement intéressant en particulier, vous nous faites signe et on revient en hémicycle. Chers invités, les passoires thermiques, qu'est-ce que ça vous dit? Laurent, sur les passoires thermiques, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu venir et revenir, ou à partir de quand dans le débat syndicaliste? Ça fait la question du logement. On l'a d'abord vu arriver comme ça, par un salarié, ça se loge. Et quand c'est un salarié modeste, ça se loge dans des conditions plus modestes. Et quand il se loge dans des conditions plus modestes, il y a quand même une chance sur deux qu'il se loge dans une passoire thermique. C'est-à-dire qu'il perd à la fois des conditions de confort dans son logement et en même temps un pouvoir d'achat qui est érodé s'il veut se chauffer correctement. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu émerger depuis longtemps sur une problématique aussi plus large du logement, y compris du coût des logements. Mais c'est vrai que l'impact, la question environnementale, elle est venue percuter ça. Donc, ça fait un moment, nous, qu'on réclame un grand plan de rénovation thermique des logements, qu'il soit axé sur notamment les logements les plus modestes, et que du coup, il y a une responsabilité de ceux qui louent pour faire des travaux rapidement et d'avoir une forme de contrainte. Et la rénovation thermique des logements, c'est par essence une mesure bénéfique pour tous. C'est une mesure bénéfique pour les ménages, qui ont des gains de pouvoir d'achat, des conditions de logement meilleures. C'est une condition, c'est bénéfique pour le climat, parce qu'on sait que un des plus gros émetteurs, c'est le logement, et c'est bénéfique également pour l'économie, parce que ça crée beaucoup d'activités, beaucoup d'emplois. Mais tout ça, ça s'accompagne. C'est à la fois de l'investissement et de l'accompagnement. Donc, il y a un premier pas, on ne va pas se raconter d'histoire, y compris dans le plan de relance lié à la situation actuelle, il y a des mesures, des investissements qui sont faits dans la rénovation thermique des logements, mais il n'y a pas assez de contraintes de mon point de vue, notamment sur les bailleurs. Je crois qu'il n'y a pas assez c'est pas assez rapide dans la mise en œuvre. Et puis, je crois qu'il faut aller beaucoup plus rapidement en termes d'investissement sur la rénovation thermique des logements, avec un risque, c'est qu'on n'ait pas les gens pour le faire. Donc, il faut aussi, et pour l'instant, ça ne marche, c'est pas suffisamment développé, il faut aussi qu'on accompagne des grands plans de formation des salariés pour aller vers ces secteurs-là qui sont porteurs d'avenir en termes d'emploi. Donc, tout ça, c'est un peu un écosystème, un mécanisme à monter. Et clairement,
la loi est insuffisante de notre point de vue, mais si la loi se mettait en place vraiment avec ces dimensions-là, il faudrait très vite y revenir pour accentuer les choses. Mais pour nombre de salariés, c'est une question très concrète. Et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé très vite. Merci beaucoup. Jean-Pierre, Corinne, passoire thermique, première question, est-ce que c'est un sujet dont vous aviez conscience de façon aiguë avant de vous lancer dans la Convention citoyenne? Deuxième question, comment est-ce que vous êtes documenté? Comment est-ce que vous avez eu les informations techniques sur ce sujet? Quelqu'un dans le chat a demandé combien parmi les citoyens ont lu le rapport du GIEC. Dans les experts, depuis un moment, parlent des passoires thermiques ou du bâtiment comme d'un contributeur très important. Et si je ne dis pas de bêtises, on sait que c'est quelque chose comme un quart des émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce que vous avez abordé ces questions? Donc, qu'est-ce que vous en connaissiez au départ? Comment vous avez abordé et comment vous êtes renseigné par rapport à l'impact, ce que disait Laurent, l'impact gaz à effet de serre tel qu'il est venu plus récemment dans le débat? Alors moi, je voudrais remercier M. Berger parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que passoire thermique, c'est la rénovation des logements dans une justice sociale, donc aider tout le monde, mais c'est aussi les professionnels. Si on n'a pas les professionnels pour rénover les logements, on n'y arrivera pas. Ça, c'est important, il faut revenir dessus. Il faut revenir sur la formation continue, mais la formation de base, il faut aussi qu'il y ait de plus en plus d'apprentis et il faut les attirer. Donc la question, c'est aussi comment on fait pour attirer des jeunes vers ces métiers-là et garder ceux qui sont dans ces métiers-là. Ça, c'est une réelle question. Pour ma part, passoire thermique, moi, je me suis pris une claque dans la figure, comme beaucoup. 21% de gaz à effet de serre d'émissions, c'est le logement. Et moi, je n'en avais pas du tout conscience. Alors, j'ai habité en maison, j'ai habité en appartement, j'ai fait un peu de tout, mais je n'avais pas conscience de ça. Eh bien, on a été formés, c'est ce que je disais au début, en introduction, on a été formés par les experts qui nous ont présenté donc, tout ce qui avait trait au logement. Et on a pu, alors certains diront qu'on a été influencés et tout, mais il faut savoir qu'on a pu aussi demander nos experts. Il y a des gens qui sont venus à notre demande et on a pu les questionner pour se faire notre propre jugement. Voilà. Très bien. Jean-Pierre? Oui, je rebondis juste sur ce que tu dis. On n'a jamais été influencé. On a été complètement libre de nos choix, de nos décisions. Et puis en plus, le débat entre nous était assez clair et assez précis pour ne pas pouvoir être influencé. Moi aussi, je veux remercier Laurent Berger et je crois que Pardon, Jean-Pierre, j'interjette, y compris d'ailleurs certaines choses qu'on vous demandait plus ou moins avec insistance, comme sur les questions de taxe carbone, sur lesquelles vous avez décidé que non, pour vous, ce n'était pas la bonne façon de prendre le sujet. Oui, absolument. Et d'ailleurs, juste un dernier point là-dessus, on a eu une grande table ronde où on devait, je ne sais plus comment on appelait ça, ce n'était pas un speed dating, mais quelque chose dans ce goût-là, où on avait rencontré un tas de professionnels du bâtiment et on a rencontré des gros opérateurs qui sont aussi des gros lobbyistes dans le bâtiment. Et enfin, bon, je veux dire, on n'a pas été dupes sur le discours qui nous a été présenté. Donc là-dessus, il n'y a pas de crainte à avoir sur le travail qu'on a fait et des décisions qu'on a pu prendre. Moi, je voulais remercier aussi M. Berger. Si j'ai bonne mémoire, vous êtes venu le premier week-end de cette convention. Donc, je tiens à m'excuser parce que je ne me souviens pas bien du discours que vous avez tenu, parce qu'il fallait, essayer de faire attention à tous ceux qui étaient présents, deux, essayer d'ingurgiter tout ce qu'on nous avait dit, et donc je suis passé un peu à côté, voilà. Donc, excusez-moi. Par contre, je crois qu'effectivement, les syndicats ont un vrai rôle à jouer, et dans la rénovation énergétique, mais en fait, comme dans tous les secteurs, la vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vécu de période de transition. Ça fait bien longtemps qu'on est informé que le climat se passe mal et que ça se passera de plus en plus mal dans les années qui viennent, mais on n'en a jamais parlé, excusez-moi. Hein. On n'en a jamais parlé. Donc, le problème, c'est que cette période de transition, bon, du coup, on ne l'a jamais vécue et qu'aujourd'hui, elle est un peu brutale. Raison de plus pour bien faire aujourd'hui, parce que si on ne fait pas bien, ça va être encore plus difficile demain. Donc, en entreprise et pour la rénovation énergétique, c'est pareil. Effectivement, Corinne a raison, il faut former des gens et il faut surtout que les syndicats influent sur, alors, pas la politique commerciale d'une entreprise, mais sur les choix qu'elle fait, stratégiques.
c'est bête ce que je vais vous dire, hein, c'est un exemple un peu bête, mais si Total persévère dans le forage et l'exploitation de ressources pétrolières, enfin, on va clairement dans le mur. Et aller dans le mur, c'est à terme perdre des emplois, une entreprise qui disparaît et des salariés sans travail et sans revenus. Donc, sans effectivement influencer le conseil ou le codir d'une grande entreprise, je crois qu'il faut quand même être réaliste sur les choix qu'il est nécessaire de faire pour ces grands patrons et de s'orienter vers des métiers un peu plus verts et pas simplement parce qu'il faut être vert et que c'est une tendance et qu'il faut surfer dessus. C'est parce que c'est une nécessité. Voilà. Et dans le bâtiment, notamment, moi, j'ai récemment eu un exemple où une amie avait sa chaudière au fioul qui tombait en panne et son chauffagiste lui a proposé de lui remplacer par une chaudière au fioul, purement et simplement. Elle lui a expliqué, mais c'est bientôt interdit. Ouais, mais bon, voilà, les pompes à chaleur, ça dure pas longtemps et c'est très cher. C'est une aberration. Donc, je ne sais pas si c'est une grosse société ou une petite entreprise, mais s'il y a un syndicat au sein de cette entreprise, il faut qu'il ait la capacité d'influencer un petit peu l'orientation du métier de ces sociétés. Et je pense surtout aux grands groupes, parce que les petites sociétés auront une rapide capacité à réduire la voilure et à se réorganiser, mais les grands groupes, ça serait une catastrophe. Non, je suis d'accord avec Jean-Pierre, mais c'est ce qu'a dit tout à l'heure Émilie Cariou. On n'arrivera à peser que si on intègre aussi les éléments de stratégie de l'entreprise avec davantage de représentants des salariés dans les grandes entreprises, dans les conseils d'administration, et davantage de dialogue social et de fait de pouvoir négocier ça. C'est-à-dire que dans l'exemple cité, imaginons des représentants du personnel qui, à un moment donné, interrogent en disant mais pourquoi on propose encore des chaudières au fioul, ça percutera. S'il n'y a pas de dialogue social dans l'entreprise, l'employeur il continuera de fourguer ces chaudières au fioul. Enfin, clairement, les syndicats ne sont pas la réponse à tout, loin s'en faut. Mais si on veut, il y a un enjeu dans la transition écologique très clair, et c'est bien dit par Corinne et Jean-Pierre, sur la rénovation thermique, mais aussi sur d'autres éléments, il y a un enjeu très fort des entreprises. Et si on veut rendre les entreprises plus vertueuses, il faut qu'on les incite, il faut qu'on les contraigne en partie, mais il faut surtout qu'il y ait du dialogue en leur sein pour que les salariés qui sont très intéressés par la transition écologique puissent influer aussi. Après, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, on se doit un peu de franchise. Il y a des salariés qui vont être assez rétifs aussi à la transition écologique parce qu'il y a un impact sur leur emploi. Et là, si on veut lutter contre ça, c'est là où il faut qu'on leur apporte des solutions. On peut imaginer que dans certains secteurs, alors ce n'est pas automatique, mais dans des entreprises qui seraient amenées à péricliter ou à réduire leur voilure pour des questions environnementales, eh bien, des salariés puissent se reclasser dans des métiers, entre guillemets, qui contribuent à la transition écologique. La rénovation thermique des logements, c'est hyper consommateur de main-d'œuvre. Bon, ça veut dire qu'il faut accompagner, il faut créer une vraie filière professionnelle de formation, mais aussi de reconnaissance professionnelle pour ces travailleurs. Et c'est tout ça qu'il faut construire. Et vous voyez bien qu'on est sur des choses tellement complexes que c'est sûrement pas simplement le fait de le dire d'en haut qui permettra de le faire. Il faut associer les acteurs au plus près. Et parmi les acteurs, dans les entreprises, il y a les organisations syndicales, dans les territoires, il y a les élus, il y a les citoyens, les associations. C'est tout cet écosystème qu'il faut mettre en mouvement, qui n'est pas une pratique très courante de ceux qui nous dirigent quand même, de faire confiance à la société civile aujourd'hui. C'est un peu le problème. Alors, justement, je lis une question dans le chat qui dit « Je ne comprends même pas qu'il y ait encore débat sur les passoires thermiques. Au-delà de l'aspect écologique, c'est d'abord un aspect de justice sociale, etc. etc. C'est ce qu'on a dit. Pourtant, le débat continue, en tout cas on en parle, en tout cas on voit que les rénovations ne sont pas du tout au rythme qu'il faudrait. Il y a encore débat sur la façon dont ils doivent le faire. Laurent Berger nous expliquait bien à quel point c'était compliqué parce qu'il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut dire que c'est normal ou pas grave ou rageant de voir à quel point ça met du temps à se mettre en place? C'est rageant de voir la lenteur. Nous, dans nos propositions, on avait demandé à ce que la rénovation globale, on parle de global, hein,
On ne parle pas de rénovation par petits gestes, parce que la rénovation par petits gestes n'est pas efficace. Que ce soit une rénovation globale, obligatoire pour tous les logements. Alors là, ils veulent mettre de l'obligatoire pour tout ce qui est la location. Là, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord aussi dans les catégories, puisqu'ils veulent rénover que les F et G. Ils veulent faire des sauts de 2 étiquettes. Nous, on voulait que les bâtiments soient A, B, voire C, parce qu'il y a certains bâtiments, on sait qu'ils ne pourront pas être rénovés au-delà de C, de par l'ancienneté du bâti, de par la conception déjà du bâti. La justice sociale, on voulait qu'il y ait un guichet unique qui soit mis en place, qui aide le citoyen du début jusqu'à la fin avec un diagnostic initial, trouver les artisans RGE, puisqu'il faut qu'ils soient RGE, mettre en place aussi tout le plan de financement, parce qu'entre les aides à droite et à gauche, on s'y perd complètement, et avec un diagnostic final de fin. Là, on s'est bien battu. Je trouve que le guichet qu'ils proposent ressemble vraiment à ce qu'on avait demandé. Et puis, les rénovations sont importantes pour la planète, mais aussi pour la santé de la personne. Vivre dans un logement qui n'est pas rénové avec de l'humidité et autres, c'est pas sain. Il y a les problèmes de passoires thermiques, mais il y a aussi tout ce qui est les problèmes de son, on n'en parle pas. Tout ce qui est, je ne trouverai pas le terme, enfin voilà, le son qui peuvent déranger aussi les gens. Si on rénove, si on change toutes ces fenêtres, eh ben, on n'aura plus ces problèmes de sonore qui polluent la vie aussi. Voilà, on a fait plein de demandes, on a fait plein de propositions qui étaient concrètes et utiles. Voilà, moi je suis vraiment déçue pour l'obligation qui passe vraiment à la trappe pour tout ce qui est propriétaire. Juste un petit mot, Cédric, pour dire que ce que vient de dire Corinne, c'est l'objet des amendements qu'on a discutés cet après-midi, pour justement pousser les exigences comme elle vient de le décrire, y compris d'ailleurs sur les nuisances sonores, et que évidemment tout ça a été rejeté alors que ça avait été proposé par la Convention citoyenne. Et puis juste un dernier petit mot. Oui. Pour dire que ce qu'a dit Laurent Berger, c'est très important, c'est-à-dire l'accompagnement vers les emplois verts. C'est ça aussi la clé de la transition. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si on avait les moyens, si tous les propriétaires avaient les moyens de faire des rénovations, ce qui n'est pas le cas parce que ça coûte très cher et que tout le monde n'a pas les moyens de le faire, comme Corinne vient de l'expliquer, on n'aurait pas de toutes les manières le nombre de professionnels suffisant. Donc, il y a aussi il y a nécessité de flécher vers les emplois verts, alors, dans tous ces métiers-là de rénovation du bâtiment, et puis aussi faire transiter donc, les industries vers des méthodes d'organisation beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Et là-dessus, il va falloir former des gens en masse à des nouveaux métiers. Et là aussi, c'est de la technique, quoi. C'est des métiers assez techniques. Tout comme dans les collectivités locales, on a besoin d'experts en matière de transition écologique. Parce que les élus, ils ne savent pas en fait forcément ce qu'il faut faire pour aller vers ça, que ce soit sur les mobilités ou autres. Donc là, on a une manne d'emploi et il faut y aller. Et il faut inciter les jeunes à aller dans ces formations-là, que ce soit des techniciens, des ingénieurs, et puis à tout niveau. En fait. Alors, en séance, on me dit à l'instant, Michael Nogal, le député, vient de rappeler que le dispositif donne davantage de droits aux locataires pour faire des recours juridiques si leur logement est indécent, ce qui va dans le sens des amendements proposés, et montre aussi qu'il faut permettre d'avancer toutes les dates du dispositif pour que ces recours puissent avoir lieu avant, en l'occurrence, bien avant 2028, si l'objectif est de les rénover d'ici 2028. Jean-Pierre voulait ajouter quelques mots? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Corinne. Effectivement, dans notre objectif, il y avait le respect de la justice sociale. Et donc, justice sociale, c'est aussi apporter un confort, comme disait Laurent Berger, une habitation saine et confortable, et pas simplement à ceux qui ont les moyens. Donc, et en l'occurrence, aujourd'hui, pour pouvoir réduire les gaz à effet de serre sur cette partie habitation, c'est plus de 500 000 logements par an qu'il faut rénover. Donc déjà, premièrement, c'est de l'argent. Voilà, qui va se créer, ce sont des emplois qui vont se créer, et c'est de l'argent qui va se créer, donc ce n'est pas inintéressant, et contrairement à tout ce qu'on entend habituellement sur le fait que l'écologie n'apporte pas d'économie positive. Et puis également, c'est pouvoir apporter
du confort à tous ces gens qui vivent mal, quoi. On l'a tous vu, il y a des reportages qui passent régulièrement à la télévision où on voit des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour se chauffer et qui ont froid quand même chez eux. Donc c'est juste anormal. Et comme disait Corinne, aujourd'hui, la loi ne concerne que les catégories F et G. Or, au-dessus de ces catégories, et certains sont juste au-dessus, on a des gens qui sont très malheureux. Et pas seulement des locataires, en plus, des propriétaires. Donc c'est ces propriétaires qu'il faut aider. Et dans notre projet, l'idée de la justice sociale, c'était de leur apporter une aide technique, mais une aide financière également. Et je crois que là, c'est passé à la trappe, clairement. Et puisqu'on parle, il me semble, de 90 000 logements simplement qui seront engagés par cette mesure. Donc, ouais, non, je m'excuse, hein, je me reconnais pas comme étant le père de ce projet de loi. Hein, je suis désolé. OK. Alors, une petite question, une petite question technique que j'ai eue dans le chat qui était intéressante. J'ai lu récemment, nous dit le Twitcher, que dans un land de l'Allemagne, l'amélioration de l'isolation n'avait pas eu tout à fait l'effet escompté. En fait, il y a un gain de pouvoir d'achat énorme et les habitants préfèrent chauffer à 23 et ouvrir les fenêtres pour ajuster la température plutôt que de rester sobre. Et la question qui va avec, le coût de l'énergie a-t-il été évoqué? Bon, le coût de l'énergie, c'est le coût de l'énergie. Hein, personne ne le maîtrise, à part ceux qui nous la vendent. Donc, il faut être clair là-dessus. Ensuite, quand on isole une maison, elle est moins froide qu'elle l'a été. Quand on la protège contre les nuisances sonores, elle est moins bruyante qu'elle l'a été, on reçoit moins de son, il faut être cohérent, c'est du bon sens. Et enfin, je ne crois pas que les gens surchauffent leur habitation et ouvrent les fenêtres pour essayer de réguler la température. Il existe des thermostats, en fait, hein, qu'on installe dans les maisons pour régler le chauffage. Donc, je ne crois pas à tout ça, excusez-moi. Mais je reviendrai sur ça. C'était une de nos… On s'est quand même posé la question, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Pierre, parce qu'on disait que le locataire allait dépenser moins d'argent dans le logement. Peut-être, attendez, pardon, on va mettre un petit peu de séance pour avoir un petit peu d'ambiance. On me dit qu'il y a une intervention intéressante de Poupouni en hémicycle. La régie, s'il vous plaît, un peu d'hémicycle. Où dans notre Moi, je pays, n'y suis plus, hein, donc il faudra compter sur Delphine. Respecter l'interdiction. Et tant que ça sera une décision judiciaire, elle sera inefficace. Les juges n'ont ni le temps ni les moyens d'aller vérifier tout ça. Les services de l'État, les services des procureurs non plus. On le sait tout ça. Et c'est là où le bât blesse. Et c'est là où ceux qui violent la loi en louant en tant que marchands de sommeil ont encore de beaux jours devant eux. Parce que tant que notre pays ne sera pas capable de faire respecter le droit dans des bonnes conditions en changeant le droit, alors on votera les interdictions. Mais malheureusement, on sait très bien qu'elles seront peu respectées. Merci, Monsieur Pupponi. Monsieur Garot. Qu'est-ce que ça vous inspire, les citoyens ou Laurence, qu'on vient d'entendre de Poupouni? Mais je crois que il a raison, François Pupponi. Vous savez, voter des choses qui ne s'appliquent pas, c'est un des drames de notre démocratie. Il fallait aller beaucoup plus vite. Enfin, c'est ce qui a été dit par Jean-Pierre et Corinne. C'est-à-dire que je pense qu'il fallait aller au-delà. Nous, on réclamait avec le pacte du pouvoir de vivre, on pouvait considérer qu'effectivement, ça servait à rien non plus de dire 2022. Pour tout le monde, il faudra que ce soit fini. Mais il fallait enclencher le truc et avoir une date d'interdiction de louer des passoires thermiques beaucoup plus rapidement et de contraintes plus fortes sur un certain nombre de propriétaires. Ça a été dit tout à l'heure par Jean-Pierre, on ne parle pas que des locataires, d'ailleurs, on parle des gens qui sont modestes, qui sont des salariés, qui ont leur habitation, leur appartement, leur logement, leur pavillon et qui aussi vivent dans des passoires thermiques qui, là, ont besoin d'un accompagnement réel. Moi, ce qui m'agace sur cet aspect-là de la loi, c'est qu'il n'y avait pas d'externalité négative, entre guillemets. Il n'y avait pas de trucs compliqués à gérer. Il y a un défi à relever, le défi de la formation, de la compétence, mais il n'y a pas à affronter des salariés qui perdent leur boulot et qui disent « Attendez, vous êtes bien gentil avec la transition écologique, mais c'est trop dur, on n'y arrive pas, ça n'impactait pas durablement des territoires ou je ne sais quoi, c'est que du plus, quoi. » Pour un poste, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui est très important, le logement. Donc, c'est là où ça manque on ne retrouve pas l'ambition initiale.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Et ce que dit Pupponi, il a raison. C'est oui, ils vont le voter. Le fait qu'on puisse avoir recours à la justice, enfin avoir recours à la justice, etc. On ne peut pas vivre dans un pays où pour faire face aux défis de transition écologique, le chemin pour les citoyens sera de passer par la justice. On aurait mieux fait de passer par des actions beaucoup plus fortes et un investissement beaucoup plus fort. Merci Laurent. Et oui, effectivement, ce n'est pas comme quand on doit supprimer une activité ou fermer un aéroport ou qui sait quoi, où là, il va y avoir des employés, des travailleurs à qui il faut expliquer qu'il faut changer de métier, tout ça. Là, ce n'était pas le cas. Au contraire, sur ce secteur du logement, c'est potentiellement beaucoup d'emplois en plus. Par rapport à la remarque qui était faite dans le chat, je vais ajouter un petit mot. Le prix de l'énergie, on pourra toujours, je dirais, ensuite le faire grimper une fois qu'on aura les mécanismes qui feront qu'on n'a pas besoin de consommer autant. C'était le problème avec la question de la taxe carbone. Si on commence par augmenter les taxes en se disant on va laisser tout se réajuster, c'est tellement dur de se réorganiser qu'on peut s'attendre au pire problème. Une fois que la rénovation est faite, même si après il y a des mauvaises habitudes, tout est en place pour que ça se corrige facilement. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inquiétant, je pense. On va rendre l'antenne dans quelques minutes pour un débat passionnant qui viendra juste après, animé par Hubert Julien Laferrière, autour de la question des océans. Nous aurons comme invité Françoise Gaille, directeur de recherche CNRS émérite, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat, Romain Troublé, directeur de la fondation Tara Océan, vous savez, la célèbre mission Tara qui a parcouru le monde, un projet extraordinaire. Une petite phrase de conclusion aux uns et aux autres, à nos invités pour conclure ces échanges de cette première heure, si ça vous va. En commençant par Corinne, que j'ai interrompue tout à l'heure pour passer à l'intervention de François Pupponi. Donc, Convention citoyenne, belle aventure humaine, où on se rend compte que le citoyen est capable de faire de belles propositions et de belles et fortes propositions. Il faut associer le citoyen. Concernant la rénovation, eh bien, il va falloir voilà, moi j'y crois quand même. Il faut que tout ce qui est écologiste, voilà, c'est pas négatif. Je trouve que depuis la Convention citoyenne, on n'a jamais parlé autant d'écologie que ce que l'on fait actuellement. Donc ça, c'est déjà ça de gagner, c'est déjà ça de bien. J'essaye vraiment de rester dans le positif. Certes, ce qu'ils nous proposent, c'est pas concluant parce qu'il n'y a pas toutes nos mesures qui sont reprises. C'est pour ça que moi, je compte toujours sur les parlementaires pour aller plus loin que ce que le gouvernement propose. Donc, j'espère que vous allez pouvoir y arriver, chers parlementaires. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir aux parlementaires de voir qu'on a des supporters dans un contexte où bien souvent le parlementaire est un peu le punching ball de la démocratie, où on dit qu'il gagne plein d'argent pour ne pas siéger et juste s'engraisser tranquillement sur le dos du contribuable. Donc, merci pour cette marque de confiance et de soutien. Alors justement, d'une parlementaire, un petit mot de la fin pour ce débat, Émilie. Merci Cédric. Oui, écoute, je pense que là, c'était vraiment intéressant qu'on ait des participants de la Convention citoyenne pour participer à ce débat parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que l'intelligence collective, c'est ça qui apportera des nouvelles solutions dans notre société. Ce n'est pas une classe, une élite qui est dans un coin, qui protège les intérêts des multinationales. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc, forcément, il faut que les solutions, elles viennent de nos concitoyens, comme là, ça a été fait dans cette convention. Et puis aussi, encore une fois, des négociations dans les entreprises, parce que c'est là que se situent les connaissances professionnelles et la technicité dont on a besoin aussi pour accompagner cette transition. Et donc, c'est de la base que viendront les propositions, tout comme aujourd'hui, on a les ONG qui travaillent très activement là-dessus, mais je pense qu'il faut associer beaucoup plus largement, et c'est pourquoi le syndicalisme a pleinement sa place dans ce mouvement. Eh bien, superbe. Alors, justement, passons la parole aux syndicalistes, à notre cher président de la CFDT, Laurent Berger. D'abord, moi, je voudrais dire à Jean-Pierre et Corinne, bravo et merci, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut être déçu, je comprends ça chez Jean-Pierre, on peut trouver que ce n'est pas assez, mais ce travail-là, il a été extraordinaire, il a été dans le fond des sujets. Moi aussi, j'ai lu les propositions. Et franchement, c'est du bon boulot. Et donc, peut-être tout ne sera pas franchi cette fois-ci, mais ça doit servir de base à l'avenir. Et puis,
le mot de la fin, ce sera aussi le rôle du Parlement, c'est aussi ce qui fait la noblesse de la démocratie, c'est la confrontation et le fait de se battre. Donc, moi, je peux juste vous encourager à vous battre pour améliorer le texte, notamment, même si les choses ne sont pas si faciles que ça, notamment sur la négociation de cette transition écologique de l'entreprise jusqu'au territoire, et puis pour avoir des objectifs un peu plus ambitieux. En tout cas, comme ça a été dit, on en parle, on a remis la question climatique à un bon niveau. On le fait toujours grâce à la Convention citoyenne sur le climat, aux actions aussi que les uns et les autres pouvons mener. On le fait dans un contexte sanitaire très dur, mais l'enjeu demain, à la sortie de cette crise, il sera évidemment économique, social, et il restera toujours environnemental. Et là, il va falloir continuer de se battre, et peut-être que ce sera juste une première marche, et en tout cas, il dépendra de nous de franchir les suivantes. Et en tout cas, encore une fois, je pense que les travaux de la Convention citoyenne, ils sont encourageants à ce titre, parce que c'était vraiment un package extrêmement ambitieux et en même temps très réfléchi. Merci beaucoup, et qui construit pour l'avenir, effectivement. Le mot de la fin, Jean-Pierre, justement, on a commencé par les citoyens, on termine cette discussion par les citoyens. C'est le mot le plus difficile parce que tout a été presque dit en conclusion, mais je vais essayer d'être inventif. Je suis d'accord avec Laurent et Corinne sur le fait que le bon côté de la chose, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'écologie, d'environnement et de climat aujourd'hui qu'on en a parlé jusqu'à présent. Et grâce à plein de choses, à nous, mais on n'est pas les seuls. Donc, mais je crois qu'il faut quand même bien, et surtout les politiques doivent prendre conscience de l'importance et de l'intérêt et de l'urgence climatique, et de la responsabilité qu'ils portent à bien faire les choses. Donc, c'est bien de franchir l'escalier marche par marche, mais si on a la capacité de le faire par 3 marches, ça va plus vite, et finalement, on est arrivé plus vite en haut, et on ne s'en porte pas plus mal. Donc, voilà, j'ai toujours un niveau d'exigence un peu élevé avec moi-même, et forcément un peu avec les autres. Voilà, j'en suis désolé. Merci en tout cas. C'est très bien, et on pourra dire que cette convention, elle a été extrêmement exigeante. Je retiens de ce débat sur les enjeux, alors on a parlé beaucoup de rénovation thermique et tout ce que ça venait avec, de la frustration que ça représente de ne pas voir les choses aller assez vite, de l'espoir que donne cette expérience réussie en soi de convention citoyenne pour bâtir dans le futur, du débat sur le rôle du syndicalisme dans l'écologie. Je retiens la phrase de Laurent Berger qui résume un peu tout: il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte, et qui, de façon choc, nous rappelle combien ces enjeux sont extraordinairement liés. Et chers amis, sur ces paroles, je vous remercie vraiment d'avoir été disponibles et tordu votre emploi du temps les uns et les autres pour vous rendre disponibles pour ce débat. On lance le panel de transition avant de retrouver Hubert Julien Laferrière et ce passionnant débat sur les océans. Merci à tous et bonne soirée. Et à tout de suite donc. Et à tout de suite. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement, ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée que on va au bout de chaque proposition